Le 21 mai 2025, un convoi entre à Ouagadougou et fait basculer la routine. Environ 6 milliards de francs, CFA en blindés, drones et communication moderne ne décrivent pas seulement une livraison, mais un seuil opérationnel qui promet de voir plus tôt, décider plus vite et survivre davantage. Que change réellement ce passage à l'échelle pour la sécurité, l'autonomie et la vie ordinaire sous Ibrahim Traoré, lorsque les partenaires engagés ont aussi leurs intérêts? Un avant-après s'esquisse, fragile mais assumé. Ce récit avance une promesse simple et vérifiable. Partir d'un fait précis, puis suivre ses effets en chaîne sans extrapoler au-delà de ce que les éléments disponibles permettent d'affirmer. L'intérêt pour le public est immédiat. Comprendre concrètement ce qui change ici et maintenant, c'est plutôt que d'additionner des slogans ou des positions de principe. Le bénéfice attendu tient en quelques mots: mieux protéger, mieux décider, mieux durer. Les enjeux se déploient sur 3 plans étroitement imbriqués. D'abord la sécurité. Il s'agit de réduire la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés, de raccourcir le délai entre un signal et une décision, et de limiter l'effet de surprise. Ensuite, l'autonomie politique, le choix affiché de refuser une aide conditionnelle et de diversifier les partenariats pose une question de cohérence entre discours et contraintes réelles, dans un environnement de pression croisée. Enfin, la vie ordinaire. La fierté visible lors du passage du convoi coexiste avec une peur héritée d'années d'insécurité, et cette tension pèse sur les attentes quotidiennes. Un fil discret traverse l'ensemble. Si la capacité augmente, l'exigence de résultats devient plus forte sous Ibrahim Traoré, comme pour tout pouvoir exposé. Les chiffres arrivent avant les slogans et ils fixent le cadre. Environ 6 milliards de francs CFA, le 21 mai 2025, concentrés en un seul convoi, suffisent à installer un avant-après lisible sans multiplier les statistiques. Cette entrée à Ouagadougou ne se présente pas comme une aide de circonstance, mais comme une bascule voulue, mise en scène et assumée. Le contexte est celui d'une guerre asymétrique décrite comme structurante. Les embuscades et les engins explosifs improvisés imposent un rythme dicté par l'adversaire, où la surprise compte plus que la puissance brute. Dans ce cadre, le paquet de moyens remis aux volontaires pour la patrie n'est pas humanitaire. Blindés, aux drones et communications modernes sont présentés comme une réponse systémique, pensée pour agir sur plusieurs maillons à la fois. La logique avancée est répétée avec insistance. Voir plus loin, se parler mieux, décider plus vite, afin de réduire l'avantage du surgissement. Les drones occupent une place centrale dans cette promesse. Ils ne sont pas décrits comme de simples outils de survol, mais comme des producteurs de renseignements en temps réel. Leur rôle consiste à raccourcir le délai entre détection et décision, là où la période antérieure est dépeinte comme plus passive, moins outillée pour anticiper. La date du 21 mai 2025 devient alors une frontière narrative claire, avant la réaction tardive, après l'initiative recherchée. Une seconde lecture s'impose rapidement. Sinon, la scène militaire fonctionne aussi comme un message international. Le Burkina Faso y apparaît comme un pays qui refuse une aide assortie de conditions et qui cherche à reconfigurer sa marge de manœuvre par d'autres partenariats. C'est ici que Ibrahim Traoré s'insère naturellement dans le récit, non comme une figure décorative, mais comme l'ancrage politique d'une volonté d'autodétermination rendue visible. La question reste ouverte et structurante. Comment renforcer la défense sans déplacer la dépendance lorsque les partenaires évoqués poursuivent eux aussi leurs intérêts stratégiques? Odabak. Cette interrogation, posée dès ce stade, oriente la lecture de tout ce qui suit. Dans ce récit, le personnage guide n'est pas une figure unique, mais un duo fonctionnel. D'un côté, le volontaire VDP sur le terrain, exposé à la fatigue, à l'incertitude et à la surprise des attaques. De l'autre, l'unité reliée au reste du dispositif, celle qui capte, transmet et coordonne. Ensemble, ils donnent un visage concret à ce que l'arrivée de blindés, de drones et de communications modernes est censée transformer, au-delà de l'image du convoi. D'abord, un premier effet observable concerne la survie. Sur des axes où l'embuscade est une menace habituelle, un véhicule mieux protégé ne gagne pas la guerre,
mais il réduit la part d'aléatoire. Un trajet qui imposait autrefois l'arrêt ou le détour peut désormais être maintenu, évacué ou sécurisé plus longtemps. Ce gain n'est pas spectaculaire, il est continus, et il compte précisément pour cette raison. Ensuite, un deuxième effet touche à la réactivité. Car la surveillance aérienne et la transmission fluidifiée rapprochent le signal de la décision. Un mouvement suspect détecté plus tôt permet un ajustement plus rapide, même modeste, qui limite les angles morts. Le texte insiste sur cette accumulation de petits gains plutôt que sur une rupture miraculeuse. Enfin, un troisième effet, moins matériel, concerne le moral. L'équipement agit comme une confiance transférée. Voir, se parler et se déplacer avec moins d'incertitude change la posture, sans effacer le risque. La peur recule d'un pas, sans disparaître. Ces effets précoces dessinent une idée simple, avant toute promesse durable. Réduire l'imprévu modifie déjà la donne. Avant le 21 mai 2025, le récit décrit une posture contrainte. Les routes exposées, les embuscades répétées et les engins explosifs improvisés imposaient un tempo subi, où la défense réagissait plus qu'elle n'anticipait. Les moyens existaient, mais dispersés, fragmentés, rarement lisibles, comme un système. La mobilité se heurtait à la vulnérabilité et la décision arrivait souvent après le choc. C'est ce cadre que l'entrée du convoi à Ouagadougou vient bousculer, non par surprise, mais par affichage assumé. Le déclenchement tient dans le contraste. En une journée, des blindés, des drones et des communications modernes sont remis aux volontaires pour la patrie, concentrés en un point visible. Cette concentration ne promet pas une victoire, elle signale un choix. L'événement n'est pas présenté comme une aide humanitaire ni comme un geste ponctuel, mais comme une décision structurée, pensée pour agir sur la protection, la vision et la coordination. Le récit insiste sur la volonté d'installer un seuil. C'est lisible pour les forces comme pour l'opinion. Le point culminant se construit par strates successives. D'abord les blindés, décrimés comme une réponse directe aux mines et aux embuscades. Leur rôle est double, protéger et rassurer. Ils réduisent l'exposition immédiate et donnent le sentiment d'une continuité possible là où l'arrêt était fréquent. Viennent ensuite les drones qui déplacent le centre de gravité vers l'anticipation. Ils ne sont pas glorifiés pour leur technologie, mais pour leur capacité à produire du renseignement en temps réel sur de vastes zones. Enfin, les communications modernisées ferment la boucle. Elles relient les unités, fluidifient la chaîne de commandement et permettent des ajustements plus rapides. La rupture promise n'est pas la puissance brute, mais le couplage de ces éléments. Autour de ce cœur technique, la scène prend une dimension symbolique. Le passage du convoi dans les rues poussiéreuses est décrit comme un moment de visibilité nationale. Les habitants deviennent témoins d'un tournant où la fierté se mêle à une peur encore présente. L'image est ambivalente. L'espoir d'une protection accrue coexiste avec la mémoire d'années d'insécurité. Cette ambivalence nourrit l'attente, et donc l'exigence. Dans cette narration, la ligne politique portée par Ibrahim Traoré s'insère comme un fil conducteur. Le refus affiché d'une aide conditionnelle et la diversification des partenariats donnent au convoi une portée qui dépasse le terrain. Le message est adressé à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Il s'agit de montrer une capacité à choisir et non à subir. Cette visibilité, toutefois, a un prix. Plus le geste est lisible, plus il appelle des réactions, des lectures critiques et des ajustements stratégiques. Viennent alors les répliques. Le récit introduit une tension durable. Les partenaires mobilisés ont leurs propres intérêts et l'autonomie proclamée doit se prouver dans la durée. Des inquiétudes sont évoquées, des avertissements possibles sans dramatisation. L'événement cesse d'être une simple livraison pour devenir un test. Il met à l'épreuve la capacité militaire, la cohérence politique et le coût réel de l'indépendance revendiquée. Ainsi, la ligne des événements suit un mouvement clair, d'une contrainte subie à une initiative affichée, d'un avant fragmenté à un après concentré. Le basculement est posé sans garantie. La question reste suspendue. Ce seuil ouvre-t-il une trajectoire durable ou seulement un moment de respiration stratégique ? La lecture commence par un contraste simple, avant-après, sans accumulation de chiffres. Avant le 21 mai 2025, la défense est décrite comme fragmentée, contrainte par des outils limités et une détection tardive.
Après cette date, un seuil visible est installé par la concentration des moyens. Ce basculement ne repose pas sur une inflation statistique, mais sur 3 repères mesurés suffisants pour qualifier un changement de posture. Le premier repère est le montant. Environ 6 milliards de francs, CFA, livrés en une seule journée, servent de données d'ancrage. Autrement dit, une masse concentrée change la perception collective du rapport de force. Le texte ne compare pas cette somme à un budget annuel ni à une moyenne passée. Il insiste sur l'effet de seuil. Avant, l'aide apparaissait morcelée, diluée dans le temps et l'espace. Après, aucun bloc unique devient lisible, interprété comme une déclaration stratégique. Cette concentration produit un effet psychologique autant qu'opérationnel. Elle ne garantit aucun résultat, mais elle modifie la manière dont l'effort est perçu par les forces, par la population et par les partenaires extérieurs. Le deuxième repère est la date. Le 20 et 1 mai 2025 fonctionnent comme une frontière narrative assumée. En clair, une date fixe crée un avant-après net, sans multiplier les indicateurs. La datation n'ajoute pas de performance chiffrée, mais elle structure le récit. Avant cette journée, la réaction est décrite comme tardive, souvent dictée par l'initiative adverse. Après, l'intégration simultanée de blindés, de drones et de communications modernes permet de parler d'un système. La date devient un point de référence partagé, ce qui facilite l'évaluation future. Ce qui change pourra être observé par rapport à ce moment précis, sans réécrire constamment le cadre. Le troisième repère tient au rôle des drones. Aucun chiffre de portée ou de durée n'est avancé, mais leur fonction est qualifiée avec précision. Concrètement, le temps réel réduit l'intervalle critique entre signal et décision. La valeur n'est pas dans un pourcentage, mais dans la réduction du délai. Avant, la détection était présentée comme discontinue, laissant des angles morts importants. Après, la surveillance de vastes zones et la transmission en temps réel rapprochent l'information de l'arbitrage. Ce delta fonctionnel suffit à caractériser une posture plus anticipatrice, même sans promesse d'invulnérabilité. À partir de ces 3 points, le texte propose une lecture cohérente du changement. C'est avant, il suggère des véhicules vulnérables aux mines, des communications fragmentées et une mobilité limitée, imposant une doctrine largement réactive. Après, il met en avant des blindés mieux protégés contre les embuscades, des drones assurant une veille continue et des réseaux modernisés reliant les unités. Le changement n'est pas présenté comme une accumulation, mais comme un couplage. Protection, vision, coordination. 3 effets concrets se dégagent alors. D'abord, la survie. La protection accrue réduit l'exposition immédiate aux engins explosifs improvisés sans prétendre les neutraliser totalement. Ensuite, la réactivité. Le renseignement aérien diminue le temps entre détection et action, même de façon incrémentale. Enfin, la cohérence. Les communications fluidifiées limitent les erreurs et l'effet de surprise. Chaque effet est expliqué par une phrase simple, sans extrapolation. Dans cette sobriété quantitative, le rôle politique d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane. Le montant, la date et la fonction deviennent des arguments de souveraineté affichés plus que des statistiques détaillées. Le texte assume ce choix. Il privilégie des gradients fonctionnels à des tableaux complets. La conclusion implicite est claire. Même avec peu de chiffres, la combinaison montant-date-fonction suffit à installer un avant-après crédible. La question n'est pas de savoir si ces données garantissent le succès, mais si elles soutiennent durablement une posture plus anticipatrice sans créer de nouvelles contraintes. Les partisans de la bascule avancent 2 arguments structurés présentés comme complémentaires. Le premier est opérationnel. Moderniser rapidement et visiblement, la défense réduirait la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés. Les blindés offrent une protection immédiate sur les axes à risque, les drones élargissent de la surveillance, et les communications modernisées permettent une coordination plus précise. Dans cette lecture, l'effet n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. Moins d'angles morts, des décisions plus rapides, et une capacité accrue à reprendre l'initiative locale. La promesse n'est pas l'invulnérabilité, mais une réduction mesurable de l'imprévu. Le second argument est politique.
Refuser une aide assortie de conditions et diversifier les partenariats redonnerait une marge de décision plus concrète qu'un discours abstrait. Le convoi devient alors un signal adressé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le pays ne se présente plus comme un bénéficiaire passif, mais comme un acteur qui choisit ses appuis. Sous Ibrahim Traoré, cette posture est décrite comme une traduction visible d'une volonté d'autodétermination, assumant la visibilité et les coûts qui l'accompagnent. Les critiques peuvent toutefois être formulées avec la même rigueur. Un premier point concerne le déplacement de la dépendance. Remplacer des appuis occidentaux par des partenariats russes ou chinois risque de changer de tuteur sans supprimer la contrainte. L'absence de conditions affichées ne garantit ni la neutralité durable ni l'équilibre à long terme. Les partenaires poursuivent leurs propres intérêts et la symétrie peut réapparaître sous d'autres formes, plus difficile à corriger une fois installée. Un deuxième point touche aux réactions extérieures. Une reconfiguration rapide peut provoquer des avertissements, des pressions diplomatiques, voire des sanctions, au moment même où l'État investit massivement dans sa sécurité. Le gain opérationnel potentiel pourrait alors s'accompagner d'un coût économique et financier non négligeable, pesant sur la durée plutôt que sur l'instant. La réponse la plus fidèle au récit n'est pas de trancher entre ces positions, mais de poser une condition centrale. L'autonomie militaire n'a de sens que si elle s'accompagne d'un contrôle interne solide. Maintenance, formation, financement et décision doivent rester maîtrisés. La diversification n'est un progrès que si elle demeure réversible et gouvernée. Le débat ne porte donc pas sur l'utilité des blindés ou des drones, mais sur la capacité à les intégrer sans qu'ils dictent la trajectoire politique. Ce n'est pas une question de matériel. À mi-parcours, le récit opère un déplacement décisif. Les blindés, les drones et les communications modernes comptent moins pour ce qu'ils sont que pour ce qu'ils obligent à faire. La bascule n'est pas technique, elle est organisationnelle, voire plutôt n'a de sens que si l'arbitrage suit, sans délai ni contradiction, et si la chaîne de commandement assume des décisions plus visibles et plus rapides. Cette lecture reconfigure tout ce qui précède. La question cesse d'être « avons-nous plus de moyens ?» pour devenir « qui tient le cadre lorsque les moyens arrivent ?» Les communications modernisées ferment la boucle entre information et décision, mais elles exposent aussi la cohérence interne à l'épreuve permanente du temps réel. Chaque retard, chaque hésitation devient plus coûteuse précisément parce que la capacité existe. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré revient comme charnière. Elle relie le geste militaire à une stratégie plus large, réduire la dépendance à l'aide conditionnelle, afficher l'autodétermination et accepter la visibilité internationale qui en découle. Le texte suggère que cette visibilité est un prix autant qu'un levier. La révélation médiane est exigeante. Les équipements ouvrent un espace de décision. Ils n'en garantissent pas l'usage. Tout l'enjeu se déplace vers la capacité à tenir l'équilibre entre appui utile et influence potentielle dans la durée. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate tient à la reprise de l'initiative. Les capacités renforcées sont présentées comme un moyen de réduire l'asymétrie en passant d'une posture largement réactive à une posture plus anticipatrice. Les blindés améliorent déjà la protection sur les axes exposés, les drones étendent la veille, et les communications modernisées rendent l'exécution plus cohérente. Sur le plan politique, l'événement sert aussi de signal. Sous Ibrahim Traoré, l'État affirme qu'il ne veut plus dépendre d'une aide assortie de conditions et qu'il choisit ses partenariats. Cette affirmation accroît la visibilité internationale, mais elle augmente aussi l'exigence de cohérence. Plus la ligne est affichée, plus elle est observée et évaluée. Pour les entreprises, l'impact est indirect mais central. Le texte ne détaille pas de secteur précis, mais il décrit un mécanisme clair. Si la sécurité s'améliore, même partiellement, les flux deviennent plus prévisibles. Des routes moins exposées et des décisions plus rapides réduisent l'incertitude quotidienne, ce qui facilite la continuité de l'activité. En contrepartie, la reconfiguration géopolitique introduit un risque nouveau. Des critiques, des pressions ou des réactions extérieures plus dures peuvent compliquer l'accès à certains marchés, financements ou partenariats.
Le gain sécuritaire potentiel s'accompagne donc d'un coût stratégique que les acteurs économiques doivent intégrer dans leurs arbitrages. Pour les citoyens, les effets se déploient sur deux registres simultanés. D'un côté, la protection et le moral. Voir des blindés et des drones est raconté comme une restauration de fierté. L'idée que le pays se tient debout et cherche à réduire l'imprévu. Cette perception peut atténuer la peur diffuse qui accompagne les déplacements et la vie quotidienne. De l'autre côté, le texte rappelle que la guerre asymétrique ne disparaît pas par décret. La modernisation promet une capacité accrue, mais elle n'efface ni la fatigue accumulée, ni l'attente de résultats tangibles. Plus la force est affichée, plus l'exigence de sécurité durable devient forte. Pour la région et le voisinage, l'événement s'inscrit dans une dynamique plus large. Le récit suggère un possible effet d'entraînement, un modèle d'autodétermination que d'autres pays pourraient observer, voire imiter. Mais il introduit aussi un dilemme. À mesure que l'influence de nouveaux partenaires grandit, l'espace régional devient un terrain de compétition stratégique plus marqué. Ça, l'équilibre dépendra de la capacité à coopérer sans importer des rivalités qui dépassent le cadre local. Ainsi, les conséquences ne sont ni uniformes ni automatiques. Elles varient selon les acteurs, leurs attentes et leurs horizons. Sous Ibrahim Traoré, la bascule crée un potentiel mesurable. Sa traduction concrète dépendra de la manière dont ces quatre groupes verront, sur la durée, leurs contraintes réellement évoluer. À partir du même point de départ, un convoi visible, des capacités renforcées, une ligne d'autonomie affichée, le récit permet d'envisager trois trajectoires plausibles sans prétendre prédire. Chacune repose sur des conditions distinctes et éclaire un risque différent. Dans un scénario de base, les gains restent partiels mais réels. Les blindés réduisent certains risques sur les axes, les drones améliorent la surveillance et les communications rendent la coordination plus régulière. L'environnement demeure instable, car l'adversaire s'adapte et les contraintes logistiques persistent. Sur le plan international, les partenariats non occidentaux se consolident de manière pragmatique, tandis que les critiques extérieures se maintiennent sans basculer en rupture. Si la maintenance et la formation suivent, alors la posture gagne en réactivité sans transformer l'équilibre général. Dans un scénario favorable, le système commence à fonctionner comme un tout. Le renseignement en temps réel réduit l'effet de surprise, les décisions sont plus rapides et certaines zones ressentent une baisse de la peur, même sans pacification complète. La protection et la coordination renforcent le moral, ce qui soutient la continuité des opérations. Diplomatiquement, les choix sont présentés comme une diversification plutôt qu'une rupture, limitant les réactions hostiles. Si la cohérence interne tient et que l'équilibre des partenariats est préservé, alors la crédibilité de la posture s'accroît sur la durée. Dans un scénario dégradé, la montée en capacité génère plus de tension que de stabilité. Les partenaires extérieurs, porteurs d'intérêts propres, obtiennent une influence plus lourde et la dépendance se déplace. Des réactions internationales plus dures émergent, avertissements, pressions, possibles sanctions, compliquant l'économie et le financement. Sur le terrain, les gains existent, mais sont absorbés par l'adaptation adverse. Si l'appui extérieur commence à dicter le cadre, alors l'autonomie proclamée se fragilise. Une recommandation traverse ces scénarios. Raisonner en conditions plutôt qu'en promesses. Les outils ouvrent des options, ils n'en garantissent pas l'issue. Si la gouvernance, la maintenance et la décision restent maîtrisées, la trajectoire peut se consolider. Si elle se relâche, les mêmes outils peuvent accroître la vulnérabilité stratégique. La clé n'est donc pas le volume des moyens, mais la discipline qui en encadre l'usage. Cette séquence ramène l'analyse au niveau de ceux qui vivent les effets au quotidien, sans slogan ni abstraction. Pour un premier groupe, centré sur la sécurité immédiate, la question est pratique. Les routes deviennent-elles moins imprévisibles? Les déplacements sont-ils plus continus? Le texte suggère que la protection accrue et la coordination peuvent réduire certains risques ponctuels, mais il rappelle aussi que l'adversaire s'adapte. L'amélioration, si elle existe, doit être tenue dans le temps par la maintenance, l'organisation et la discipline opérationnelle. Un deuxième groupe s'interroge sur les dépendances. Refuser une aide conditionnelle peut élargir une marge de décision, mais un nouveau partenariat peut
peut aussi peser différemment. L'enjeu est politique et économique à la fois. Les choix extérieurs renforcent-ils réellement la capacité à décider ou déplacent-ils la contrainte vers d'autres leviers, moins visibles mais tout aussi structurants? Cette interrogation touche aux finances, aux échanges et à la stabilité, bien au-delà du terrain militaire. Un troisième groupe cherche un sens collectif. La scène du convoi fonctionne alors comme un miroir. Elle raconte une volonté de se tenir debout, de choisir, de réduire l'imprévu. Ce récit peut unir et redonner confiance, en particulier après des années d'insécurité, mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'État affiche une nouvelle capacité, il doit produire des résultats perceptibles sans enfermer la société dans une logique uniquement sécuritaire. 2 points d'attention émergent sans recette miracle. D'abord, observer les effets concrets plutôt que les proclamations, en distinguant ce qui change réellement sur le terrain de ce qui relève de la mise en scène. Ensuite, gardez une question simple en tête. Les décisions prises aujourd'hui rendent-elles le quotidien plus respirable ou déplacent-elles les tensions vers demain? Cette partie ne tranche pas. Elle invite à regarder, comparer et juger sur la durée, là où les promesses immédiates s'épuisent vite. Une feuille de route crédible, telle qu'elle se dégage du récit, ne promet pas un résultat définitif. Elle organise un test dans le temps. Elle relie sécurité immédiate, autonomie durable et équilibre des partenariats, sans ajouter de faits nouveaux. 4 étapes ressortent, chacune lisible à travers des signes concrets. À court terme, l'enjeu est la fiabilité de l'ensemble. Blindés, drones et communication doivent fonctionner comme un système cohérent. Cela implique une clarification des rôles de l'opérateur au commandement et des critères simples d'évaluation, continuité des liaisons, cohérence des ordres, réduction des erreurs de transmission. L'objectif n'est pas l'intensité, mais la constance. Dans le même mouvement, il faut raccourcir la chaîne renseignement-décision. Le texte insiste sur le temps réel, de relier la surveillance aérienne, les centres de décision et les unités au sol doit produire un indicateur observable, moins de délai entre détection et réaction. Si ce délai diminue, la posture anticipatrice devient tangible. À moyen terme, la priorité porte sur la mobilité et la survie. La protection contre mines et embuscades constitue un bénéfice attendu des blindés. Les signes à suivre sont pratiques. Capacité à maintenir les déplacements sur les axes à risque, continuité des opérations, confiance opérationnelle accrue des forces et des volontaires. En parallèle, l'encadrement des partenariats devient décisif. Les accords doivent rester réversibles, les coûts diplomatiques limités et la capacité de refus préservée. Sous Ibrahim Traoré, cette discipline conditionne la crédibilité de l'autonomie revendiquée. La condition finale est claire. Si les outils renforcent le tassement, la décision sans capturer la politique, l'autonomie progresse. S'ils dictent le cadre, la promesse se vide. La réussite ne tient donc pas à un choix unique, mais à une cohérence maintenue dans la durée. On revient alors à l'image initiale. Simple et parlante, une matinée ordinaire à Ouagadougou, puis un convoi qui traverse la ville et modifie l'atmosphère. Dans ce récit, ce ne sont pas seulement les véhicules qui marquent les esprits, mais le contraste entre la continuité du quotidien et la portée d'une décision stratégique. La routine persiste, tandis qu'en arrière-plan s'ouvre une trajectoire nouvelle, encore incertaine. Les personnages guides de départ réapparaissent en filigrane. Le volontaire VDP, sur l'axe exposé, l'unité reliée au reste du dispositif, a tous deux pris dans une chaîne plus lisible qu'auparavant. Les blindés deviennent un bouclier, les drones un regard, les communications un lien. Cette triade ne promet pas l'absence de danger, elle promet une réduction de l'aveuglement et de l'isolement. C'est peu, et c'est déjà décisif. À ce stade, le nom d'Ibrahim Traoré ne fonctionne pas comme un slogan, mais comme le symbole d'un pari politique assumé. Affirmer l'autodétermination, refuser une dépendance conditionnelle, tout en acceptant la visibilité et les contraintes qui en découlent. Le texte ne célèbre pas une victoire acquise. Il décrit un seuil, un moment où la trajectoire peut se consolider ou se fragiliser. La phrase qui s'impose reste sobre. L'autonomie se prouve par la durée. Ce qui comptera désormais, ce ne sont pas les images du convoi,
On s'aimait la capacité à tenir l'équilibre jour après jour lorsque l'attention retombe. La scène finale n'appelle ni à l'adhésion automatique ni au rejet réflexe. Elle ouvre un espace de discussion informée, là où les symboles laisseront place aux effets mesurables. Ce récit propose un cadre pour observer, comparer et débattre sans confondre intention affichée et résultats durables. La sécurité, l'autonomie et les partenariats cessent d'être des abstractions. Ils deviennent des variables visibles, évaluables dans le temps. L'enjeu dépasse un convoi ou une date. Il touche à une question collective. Comment renforcer la défense tout en préservant la capacité à décider sans déplacer simplement la contrainte d'un acteur à un autre? Les réponses ne seront ni immédiates ni uniformes. Elles dépendront des usages concrets, s'acheter de la cohérence des choix et de la discipline qui encadrent les moyens. La discussion peut rester calme et précise. Quel critère doit primer? Les résultats immédiats sur le terrain, l'équilibre diplomatique ou la solidité économique qui permet de tenir dans la durée? Et si d'autres pays du Sahel observaient cette trajectoire, verrait-on émerger une autonomie régionale plus robuste ou une compétition déplacée vers de nouveaux terrains? Le débat commence là où l'observation s'installe, au-delà des images.